Bonjour Gaspard. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci d'être présent à Blend 2016. Donc Gaspard, tu viens d'intervenir sur le sujet des data à Blend. Tu interviens dans un think tank qui s'appelle Génération Digitale. Tu es philosophe. Génération Libre. Génération Libre, pardon. Et du coup, voilà, on voulait aussi vous réunir tous les deux pour aborder un petit peu le sujet de la politique et notamment comment le web peut hacker la politique. On en y reviendra. Et toi, Stéphane, tu es CEO de Faber Novel et tu diriges aussi Cap Digital. Je ne me trompe pas cette fois. Tu as remis un rapport aussi au président de la République sur la grande école du numérique. Donc voilà, ma question aujourd'hui, après je vais vous laisser le micro et je suis sûr que tous les deux vous avez plein de choses à dire. Voilà, on voit des nouvelles formes d'expression à la fois démocratiques. Ce qui se passe en Espagne, tu écris beaucoup dessus. L'Islande aussi. L'Islande aussi, sur le revenu universel. Et on voit que bon, les partis traditionnels essayent de se réinventer, d'absorber un petit peu tout ce crowdsourcing d'idées. On voit des nouvelles formes aussi d'expression politique. Donc comment le web peut jouer sa carte à la fois en forme d'outil, mais je dirais dans une nouvelle manière de penser dans le futur. On voit bien comment la politique hack un peu l'économie, mais pas trop le contraire. Donc j'aimerais vous entendre sur ce sujet-là et je vous laisse la parole. Vas-y, non, vas-y. Alors, je pense que est-ce que c'est du hacking ou est-ce que c'est une interpénétration bien comprise? Ça fait déjà un moment que ça a commencé parce que les hommes politiques ont tous comme caractéristique d'aimer être élus, donc ils savent faire campagne. Je trouve que ça fait un moment que le numérique sert dans les campagnes. On voit, depuis déjà quelques campagnes, surtout aux États-Unis, mais même en France, je vais tenter de dire. Et puis aussi, c'est un sujet qui leur échappe pas parce que c'est un sujet d'espoir, c'est un sujet sur lequel on sent qu'on a la possibilité de faire à nouveau lien avec l'économie, avec une génération, donc j'ai pas l'impression que ce soit un sujet qui soit un sujet oublié d'abord. Ensuite, c'est comme c'est là pour le coup aussi un classique en entreprise, c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur, c'est qu'en même temps on peut difficilement incarner un système et puis sa rupture ou sa disruption. Donc effectivement, il y a aujourd'hui des nouveaux modes d'engagement, il y a des nouvelles façons de s'exprimer, il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui en train de pousser avec Internet. Moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'espère que ça met la pression au maximum en termes de transparence. On a beaucoup d'initiatives en termes de sens commun, en termes de capacité en fait, par des meet-up, des plateformes à pouvoir créer. Mais in fine, c'est pour moi quand même encore un vrai sujet qui est un sujet de... Alors je parle aux philosophes, c'était de la façon de justement lancer Gaspard, c'est que je pense en même temps qu'on manque peut-être de doctrine ou de vision en fait, numérique. Aujourd'hui les partis politiques utilisent le web comme ils utiliseraient d'autres outils, mais qu'à proprement parler, alors je parle en plus à quelqu'un qui, si c'est Génération Libre, il y a aussi quelque part, et la Californie en est vraiment un exemple, un rapprochement, une convergence entre le libéralisme économique, le libéralisme des mœurs plus généralement, et puis aussi le numérique. Je trouve qu'en particulier, la gauche tarde un petit peu à avoir une vision politique du numérique. J'espérerais que la France, l'Europe en tout cas, puisse porter une alternative et elle tarde un peu à venir, donc je l'attends. Je dirais trois choses là-dessus. La première, c'est que on n'est pas encore arrivé au stade où le politique a une vision de la société numérique. D'ailleurs, il ajoute le numérique à chaque fois, c'est une petite pincée de sel à la fin de tous les champs, industrie, agriculture, machin. Il y a, ah oui, puis avec le numérique, on va aider les agriculteurs et tout. Mais bon, les sujets qui sont en train de naître, à mon sens, par exemple, le revenu universel ou la propriété privée des data, mais enfin, il y en a plein d'autres, sont des sujets cœur de réorganisation quasiment totale d'un système qui va évoluer comme la démocratie parlementaire refléter la transition vers une économie industrielle. Et qu'on n'a pas encore de vision comme ça, globale, de réorganisation de la société. Alors ça commence, et en effet, c'est le deuxième point, il y a aujourd'hui une forte poussée de mouvements libertariens, mais alors dans un sens assez large. Ça va des vrais libertariens américains. Et on sait que, par exemple, Gary Johnson, aujourd'hui, il est crédité de 12 à 13% des votes dans l'élection présidentielle américaine, 25% chez les millennials, donc chez les jeunes. Chez les jeunes étudiants, par exemple, qui sont dans Students for Liberty, il y a une vraie poussée des idées libertariennes qui parfois virent à l'anarchisme. C'est vrai aussi en Europe, c'est vrai en Suède, en Islande, là, récemment, avec le Parti Pirate, qui finalement, quand on regarde un peu le détail de ses propositions, dans le contexte islandais, c'est pas la même chose en France, mais dans le contexte islandais, c'est très libéral sur tous les plans, si je puis dire, avec un très fort accent sur les libertés individuelles, la protection de la vie privée face à la surveillance d'État. Et
il y a enfin une troisième chose sur la politique elle-même, sur la vision, la manière de concevoir la démocratie, c'est qu'il me semble que le politique, notre système représentatif est fondé sur l'idée qu'un homme représente un certain nombre de milliers, de millions de ses concitoyens et qu'on fait une moyenne un peu de leurs opinions et que grosso modo ça leur va. Et qu'aujourd'hui, en fait, le numérique permet à chacun de faire des choix complètement sur mesure pour ses transports, pour ses services, pour ses commerces, et qu'il va réclamer la même chose du politique. Et qu'en fait, la crise démocratique que l'on voit n'est pas due aux personnes, parce que tout le monde n'est pas devenu corrompu tout d'un coup dans l'ensemble du monde occidental, alors que l'ensemble du monde occidental subit la même crise. Des pays en croissance, des pays sans croissance, etc. C'est dû au fait qu'on ne supporte plus la représentativité, que l'idée de représentativité, c'est-à-dire d'être dans une catégorie, de même qu'elle s'efface pour les commerces et ses services, elle va s'effacer pour la politique, d'être dans un parti, d'être représenté par un député, puis de s'asseoir comme ça 5 ans. Et qu'en fait, il va falloir inventer des modes démocratiques, alors là pour le coup complètement nouveaux, qui permettent à l'individu de faire des choix précisément individuels et de dire alors sur l'écologie, moi je choisis ça, sur l'économie je choisis ça, sur le juridique je choisis ça, et de faire sa propre tambouille. Et il y a des gens qui imaginent des solutions pour ça, même si c'est très futuriste aujourd'hui, des choses comme la démocratie liquide, parce que je suis pas en même temps je conçois le risque absolu de la démocratie directe digitale, c'est-à-dire la tweetocratie à la Trump ou à Change.org, par exemple. Moi je trouve ça effrayant. Les trucs de Change.org, c'est des trucs uniquement basés sur l'émotion, qui font fi de siècles de tradition d'état de droit, et où tout le monde clique comme ça parce que c'est un premier réflexe. Et donc il y a des gens qui essayent de mettre en place des systèmes où on réintroduit de la médiation, on n'est pas dans le direct, mais où on le fait d'une manière qui permet à chacun de faire des choix extrêmement personnalisés. Et donc la démocratie dite liquide est une manière de concevoir ça, puisque, pour la décrire en un mot, vous n'élisez pas un représentant pour 5 ans ou quoi, mais vous avez des gens qui s'autoproclament délégués, qui sont les délégués du groupe, et vous donnez votre voix suivant les sujets à tel ou tel délégué. Okay, donc je dis, tel économiste se dit délégué sur l'économie, moi je lui fais confiance, je lui donne ma voix. Et sur le juridique à tel autre. Et eux-mêmes redonnent leur voix à d'autres gens. Et puis comme ça, on constitue des strates, et à la fin, on a un processus délibératif qui n'est plus X contre Y, on est pour ou contre, on perd ou on gagne, mais qui est une sorte qui amalgame en fait l'ensemble des préférences ou des choix individuels sur tel ou tel sujet, avec surtout la possibilité de retirer sa voix en temps réel. C'est-à-dire que l'économie, s'il ne me plaît plus, j'attends pas une élection, il n'y a pas d'échéance électorale, hop, je la rebascule à quelqu'un d'autre. Et donc c'est une sorte de super système, comme une application en fait en continu pour les choix politiques, mais qui réintroduit une médiation, une délégation qui n'est plus une représentation. Voilà. C'est un petit peu là où je voulais en venir en fait, sur le terrain des idées. Est-ce que vous pensez que si on fait un petit peu de prospective, le web peut aider? Parce qu'on reproche beaucoup aux partis traditionnels d'avoir du mal à renouveler leur programme et justement d'aller s'inspirer, je dirais, notamment à travers la représentativité de leurs dirigeants, d'aller chercher les idées. On voit la démarche de Macron actuellement, qui est communautaire et qui essaye un petit peu de s'inspirer de ça. Alors voilà, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que vous y croyez à terme? Est-ce que vous pensez que justement les politiques peuvent se servir du web comme un aspirateur à idées, avoir aussi plus de représentativité grâce au web et pouvoir en faire une synthèse? Ou ça va rester quelque chose de plus ou moins sophistiqué en fonction de la maturité du politique? Ou est-ce que vous pensez que le citoyen peut un peu plus s'inviter grâce au web? Il est déjà invité, il ne se prive pas, je pense. Alors, dans les programmes, j'ai pas l'impression de voir grand-chose de nouveau en fait depuis l'apparition d'Internet, et la promesse qui est toujours la même, celle de participer, celle de commenter, celle de en bien, en mal. J'ai pas encore tout à fait saisi comment En Marche était beaucoup plus innovant que Désir d'avenir fut une époque, et c'était déjà il y a 2 campagnes. Donc je pense qu'il y a encore une vraie difficulté à faire fonctionner ce système. Et c'est souvent on peut parler de montagne qui accouche d'une souris. Enfin, c'est intéressant comme échelle. C'est une promesse qui me semble importante, et surtout on ne peut pas s'en priver aujourd'hui. Mais je ne sais pas si les grandes idées vont venir de là. Je ne sais pas comment. Moi, ce que j'ai envie de prendre du web et de l'apporter, c'est plutôt la capacité de tester. C'est plutôt la capacité en fait d'expérimenter. C'est plutôt la capacité d'informer et d'instruire d'une façon générale, que celle de déléguer la capacité en fait. Gaspard parlait un instant en fait de la délégation et de la représentativité, qui est un sujet essentiel dans le rapport justement de l'élection. On élit quelqu'un pour lui déléguer quelque chose, pour qu'il nous représente. Donc je trouve qu'il y a une espèce pour parler un peu numérique, il y a une espèce de formule circulaire comme ça à dire on va faire participer des gens en leur proposant un programme.
je reste aussi intimement persuadé que malgré tout, il y a des choses qui résistent au numérique. Je vais sortir de la politique 2 secondes et je vais parler des espaces physiques. C'est-à-dire que on parlait un instant des parcs. Moi, quand j'ai commencé à concevoir des espaces de coworking, c'était de me rendre compte que la sérendipité, la fameuse sérendipité du numérique, elle est physique avant tout. C'est-à-dire qu'on a besoin à certains moments de se coltiner, de se croiser, de se parler. Donc je ne pense pas que on pourra tout remplacer, que le numérique va être la solution de tout, et j'espère pas d'ailleurs que ce sera la solution de tout. On a la possibilité, à mon sens, d'abord de l'utiliser beaucoup mieux. J'espère que ça sera l'occasion de mieux financer. On l'a vu dans les campagnes américaines. C'est peut-être une façon aussi de permettre à des personnes, parce que je pense que même les hommes et les femmes politiques sont sensibles à ça, c'est-à-dire qu'in fine, il y a des campagnes à faire et que les personnes peuvent, le crowdfunding, ces sujets sont un sujet. La participation et la communication sont des éléments qui sont des éléments de programme et qu'il faut comprendre, les réformes. Donc on a vu en Islande, en Irlande, sur le mariage homosexuel. Il y a beaucoup d'endroits où en fait justement le numérique peut permettre en fait de faire passer des réformes qui sinon, et on l'a vu en France, mettent les gens dans la rue. Donc ça aussi, je pense que c'est un levier qui est un levier important. Après, imaginez un parti numérique ou un parti dont le programme se ferait, je ne suis pas certain qu'on pourra totalement, et je reviens à mon point précédent, c'est qu'on a encore besoin de clivage. Et qu'aujourd'hui, le numérique, à mon avis, n'a pas trouvé exactement ses bonnes clés de clivage. Alors peut-être on sera d'accord, pas d'accord, mais c'est justement là où je pense qu'il y a à réfléchir et à travailler sur justement des programmes qui manquent et qui ne seront pas proposés par le numérique puisqu'ils sont à penser. Oui, alors en effet, et là je rejoins tout à fait le fait que sur la participation, le côté participatif des programmes, est relativement factice la plupart du temps, mais que même quand il est authentique, il ne débouche pas sur grand-chose. Il y a un site français, je ne me rappelle plus lequel, qui avait fait émerger des programmes citoyens. Donc là, tout le monde donnait ses idées, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont participé, et quand on voit le programme citoyen qui a été choisi à la fin, c'est totalement banal. Totalement banal, parce qu'en fait, les gens ont recyclé les idées qu'ils ont entendues de toute manière chez leur politique 1.0, et puis ça s'est retrouvé dans un programme soi-disant 2.0, mais enfin qui était exactement la même chose. Et donc, en effet, il y a besoin d'institutions. Alors, je parlais de la démocratie liquide, mais ça peut être d'autres formes, c'est-à-dire de canaliser cette énergie numérique. Par exemple, ce qui avait été fait sur la loi numérique, je pense, était vraiment bien, parce que c'est une loi qui avait été ouverte aux amendements citoyens, qui n'était pas, je veux dire, acceptée d'emblée ou mis au vote ou quoi, mais enfin qui était proposée aux législateurs. Il y a 60 000 personnes qui ont participé, et il y en a certains qui ont été retenus et qui n'avaient pas été proposés par d'autres forces classiques, que ce soit les parlementaires ou des lobbies. Donc on voit qu'il y a une autre chose qui marche assez bien aussi, c'est au niveau local, sur les budgets participatifs par exemple des villes, ou les applications qui permettent aux citoyens de signaler que là, ne serait-ce que là, il y a une route qui est défoncée. Bon. Donc, mais c'est des choses qui sont quand même canalisées par des structures institutionnelles qui ne naissent pas ex nihilo par la grâce du numérique. Voilà. Ok. Merci pour vos exemples à tous les deux. Et juste pour terminer, France Digital, il y avait une interview dans Le Point récemment, Olivier Mathieu, qui vient d'ailleurs régulièrement à Blend habituellement, disait qu'ils allaient un petit peu avec Marie-Claire se positionner peut-être par rapport justement à ces programmes et à la représentativité, notamment sur les aspects emploi et les choses qui sont portées par France Digital. Voilà. Est-ce que vous deux, à travers les instances que vous représentez, vous avez prévu de prendre position, voilà, d'agir à votre façon sur ce qui va se passer dans les mois à venir ? Agir certainement, voter nécessairement. Après, je me garderai bien de prendre parti en tant que chef d'entreprise ou en tant que président de pôle de compétitivité. Je pense que justement, ce que je comprends de l'engagement d'Olivier Mathieu et Marie-Claire et de leur action remarquable avec France Digital, c'est que justement par analogie, ils parlent beaucoup de Nicolas Hulot et de ce que Nicolas Hulot avait réussi à obtenir lors d'une campagne précédente de tous les candidats en ayant un engagement fort pour l'écologie. Donc ils ont une cause et il se trouve qu'on a la même, celle du développement, celle de la croissance et du partage de cette croissance.
Maintenant, si votre question c'est de savoir si moi j'ai un candidat ou si je pousserai un candidat plutôt qu'un autre, c'est pas mon projet dans les mois qui viennent. Une initiative, les tester. Je vais vous avouer quelque chose, c'est que et je ferai certainement la leçon à personne sur ce sujet. Et je trouve que c'est très bien que chacun justement ait des actions qui sont des actions différentes. C'est là où on est utile. C'est la complémentarité. C'est-à-dire que, moi, je considère être utile à certains endroits en tant qu'entrepreneur ou d'un point de vue collectif avec d'autres, dans un projet qui s'appelle un projet de pôle de compétitivité. Vous parliez des grandes écoles numériques. Tout ça, c'est des sujets qui me sont particulièrement chers et sur lesquels j'espère avoir de l'impact. Et donc, je sais quoi faire. Après ça, je n'ai pas choisi d'être homme politique moi-même ou femme, même mieux, femme politique. Et je les laisse. Je considère que chacun son métier, tout à fait. Alors, quand même, là, je suis un peu critique parce que ça reflète quelque chose que j'ai remarqué dans l'écosystème numérique, que par la force des choses, je fréquente quand même un peu en France, qui est la difficulté pour les acteurs du numérique aujourd'hui, qui pourtant ont une force économique et sociale et même culturelle très très forte, de s'engager sur des sujets politiques au sens large, sur des sujets sociaux. Aux États-Unis, vous avez dans la Silicon Valley des entrepreneurs qui prennent des positions hyper fortes. Alors sans aller jusqu'à Peter Thiel, mais citons Peter Thiel. Peter Thiel, il est libertarien, il construit des îles, il essaye de faire construire des îles en eau internationale où les hommes vivront librement. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est des positions politiques très fortes qui ne sont pas associées à tel ou tel parti, mais qui fait que l'écosystème numérique nourrit aussi des idées de société nouvelles. En France, je remarque une timidité très forte des entrepreneurs du digital pour s'investir, mais ne serait-ce que sur des choses extrêmement non partisanes. Nous, dans les conférences qu'on fait sur des sujets qui peuvent être tels que le revenu universel, qui n'est pas un sujet ultra clivant, ultra compliqué, celui qu'on a le plus de mal à faire venir sur scène, c'est ni le politique, ni le chercheur, ni le philosophe, c'est l'entrepreneur, parce qu'ils disent oui, mais je ne vais pas défendre ça, mais je ne sais pas trop, mais etc. Donc il faudrait qu'à un moment donné, parce qu'ils représentent une telle puissance dans la société aujourd'hui, c'est un peu l'élite de demain quand même, c'est ceux qui construisent la société de demain. Donc à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent l'effort, aussi l'effort intellectuel et personnel, de quitter 2 secondes leur business et de dire on ne peut pas s'engager, etc., on ne peut vexer personne. Et de commencer à prendre position. Je pense que ça serait sain, y compris sur des idées très différentes. Et deuxièmement, ce qu'on va faire nous alors nous on a 1 ou 2 thèmes qu'on va essayer de faire en tant que think tank, de faire émerger, de placer dans les différents programmes. Alors le revenu universel, on est très clairement un sur lequel on a un début de succès parce qu'il commence à se placer dans différents programmes à droite et à gauche. Donc ça, on est vraiment ravis de ce qu'on fait. On dit que c'est exactement la fonction d'un think tank, faire émerger ou contribuer à faire émerger un sujet dans le débat public, proposer des solutions techniques qui soient jugées comme crédibles par les équipes des uns et des autres, par les techniciens, par l'administration, et ensuite en faire la promotion médiatiquement pour forcer le politique à se positionner. Donc ça, c'est ça qu'on fait le mieux. Et sur le sujet du revenu universel, on est déjà très avancé. Donc je suis ravi si on arrive à mettre un sujet à ce point dans une campagne présidentielle, c'est déjà un immense succès, quoi. C'est un bon débat, on finit par pas être d'accord. Vous parlez tout à l'heure de la représentation. C'est-à-dire que je pense je pense qu'on écoute énormément les entrepreneurs. Moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai plus envie d'écouter un philosophe sur ces sujets qu'un entrepreneur. Est-ce que vraiment on est l'élite de demain? Est-ce qu'on est appelé? Je pense que ça pose question. Et personnellement, je pense que justement, s'engager en politique, c'est pas forcément décider qu'il y ait une élite et que cette élite soit celle des entrepreneurs du numérique. Tout comme à certains moments, il n'est pas question non plus d'avoir des paradis fiscaux spéciaux pour les start-upers. Donc c'est là où je dis qu'aujourd'hui, il faut se garder, il faut savoir où on est compétent, que je pense qu'avoir un avis technique sur ce monde qui vient, il faut chercher à le partager, il faut chercher à l'expliquer. Je finirai simplement avec une anecdote moi, qui m'a énormément marqué, énormément. Je crois que c'est en 2011, il y a l'IG10, ça s'appelait comme ça, qui est en fait une initiative du président de la République de l'époque qui décide, en marge du G10, d'avoir un G10 dédié au numérique. Donc c'est un événement qui a été remarquable, organisé à Paris, dans lequel, là pour le coup, cette fois, les patrons du web, les vrais boss, se sont déplacés. Et donc on a eu la chance d'entendre Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg, qui explique que c'était quelques mois après le printemps arabe. Et moi, j'étais dans la salle, j'étais évidemment très très intéressé. Et puis, je me disais, qu'est-ce que c'est beau, Facebook, la contribution de Facebook, qu'est-ce qu'il va pouvoir se permettre de dire sur la contribution de Facebook au printemps arabe? Et là, il s'en sort avec un dégagement sur le coup qui m'avait mais vraiment stupéfait.
qui était de dire, en fait, nous, non, nous, on n'a rien vu vraiment sur notre plateforme. Ça ressemblait à une grosse fête dans le Wisconsin. C'était un peu... et donc, on n'a pas d'avis. Hein, c'est pas... Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait, Zuckerberg était à sa place en ne disant pas, et moi j'aurais sans doute décidé de faire des envolées lyriques en disant c'est superbe, la technologie qui émancipe les peuples, le dictateur déchu pour pouvoir justement, grâce à Facebook, emmener cette élite qui était pour le coup pas que des entrepreneurs, des jeunes gens, des étudiants. Et je pense qu'il est resté à sa place et moi je lui donne raison in fine. Voilà, d'abord, quand j'utilise le terme d'élite, c'est pas péjoratif et c'est très assumé. C'est-à-dire, je pense que nos sociétés ont plus que jamais besoin d'élite. Et que ce qui se passe dans l'élection américaine aujourd'hui montre qu'il n'y a plus d'élite, que les élites sont plus respectées, peut-être parce que les élites ne sont plus à la hauteur, mais qu'on a absolument besoin de filtres dans la masse d'informations qui se dégagent. Et que les entrepreneurs... Et c'est peut-être qu'on peut le reprocher aussi à Zuckerberg finalement, d'ailleurs, dans ce qu'il dit de la mauvaise foi qu'il entretient par exemple sur l'idée de vie privée, d'un côté en disant c'est fini la vie privée, de l'autre côté en se construisant des maisons avec des murs de 2 mètres de haut et en achetant des propriétés à côté. Il va falloir qu'ils ont une connaissance qui dépasse la compétence justement. Et je pense qu'il faut que les gens à un moment donné tombent la veste, dépassent leur idée de je reste dans ma compétence, dans mon domaine technique et tout ça, et amènent ou endossent des idées qui peuvent être produites par d'autres. Ils ne sont pas obligés de tout faire et qui ne sont pas forcément rattachés à telle ou telle partie, mais qui engagent la société sur des nouvelles pistes, parce que sinon on va rester sur les 35 heures pendant les 15 ans à venir, quoi. J'ai juste une petite hypothèse pour terminer, pour vous libérer. Est-ce que cette timidité, cette distance naturelle et un peu culturelle entre les entrepreneurs et les politiques vient pas justement que dans le numérique, il y a cette culture de l'exécution. Il y a cette culture, je dirais, quand on est une start-up, il faut respecter son pitch. Et malheureusement, on est habitué à ce que ces fameux programmes dont on a parlé ne soient pas non seulement appliqués, mais un petit peu déviants d'une année à l'autre. Et on se dit qu'en fait, on s'accommode de la réalité assez facilement. Donc en fait, il y a un peu une désillusion et se dire, OK, je veux bien aller m'impliquer, porter des idées, les soutenir, mais si au final, elles ne sont pas mises en application, comme moi j'en ai l'habitude dans mon secteur, à quoi bon? Est-ce que c'est pas ça qui explique? Ils finissent tous leur présentation par « Change the world ». Donc à un moment donné, il faut assumer, il faut essayer de construire une vision un peu plus systémique. Nous, ce qu'on essaye de faire dans la Génération Libre, mais avec beaucoup d'autres, c'est justement de mettre en place des politiques publiques qui correspondent mieux à la société de demain, qui sera une société numérique. Mais on n'a pas de caisse de résonance chez les entrepreneurs qui disent oui, mais moi c'est pas mon sujet, ça c'est pas mon sujet, ça je peux pas en entendre parler. Mais là on fait résonner ça avec qui? Avec les technos habituels, dont c'est le métier. Voilà. Et ça c'est dommage. Non, c'est pas de faire des hommes politiques ou quoi, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes trouvent des endroits où ils discutent d'autres choses que de PHP, des investissements, de la BPI et tout ça, qu'ils arrivent qu'eux-mêmes en fait nourrissent la réflexion ou endossent ou même d'ailleurs simplement répondent aux grands sujets intellectuels que leur métier pose. Par exemple, ce qu'on raconte sur la propriété privée des data. Bon, pour le moment, ça reste un peu marginal parce qu'on va sortir un rapport l'année prochaine et puis là, il y aura un texte plus concret sur lequel on pourra se positionner. Mais moi, je veux que les entrepreneurs qui sont dans le digital aient un feedback précis en disant nous on est pour, on est contre, pour telle et telle raison, parce que sinon on avance comme ça dans la semoule avec des gens qui, justement, à force de ne pas prendre position, laissent les vieux systèmes perdurer. Les pigeons est un bon exemple. C'est que les pigeons, dès qu'ils ont eu gain de cause sur la taxation sur les plus-values, ils se sont envolés comme les pigeons. Hein. Comme quand on chasse les pigeons, il n'y a plus de pain, tout le monde s'en va. Et c'est dommage parce qu'ils ont un rôle énorme à jouer et que, encore une fois, sinon, ils le laissent à des gens qui, eux, sont complètement déconnectés de ce qui est en train de se passer. C'est pas du tout ma perception. C'est-à-dire que justement, en fait, le point de départ de Greg, c'était de dire qu'il y avait justement des initiatives, qu'il y avait, outre l'initiative de France Digital, il y a primaire.org, je trouve énormément, en ce moment, il y a un foisonnement d'initiatives d'entrepreneurs liés au numérique. Hein, même certains ont pensé créer un parti, porter un candidat. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est très, très présent. Et justement, j'avais l'impression plutôt d'une surreprésentativité qu'une sous-représentativité et d'un engagement qui m'a semblé très fort. Moi, premier point. Deuxième point, et je vais faire un petit peu de l'autopromo pour ma conférence de ce matin. Pour moi, le politique
la chose politique et les entrepreneurs sont de tout temps extrêmement liés en France, extrêmement liés. Dassault, Lagardère, Rousselet, qui ne sont pas des héritiers ou qui sont vraiment des capitaines d'industrie, des inventeurs d'industrie, ont toujours été très liés. Même Xavier Niel dans l'autobiographie, on se rend compte qu'en fait, pirate qu'il est, il y a quand même une proximité, des accointances, une histoire commune. Donc ça, je pense que c'est une autre particularité du système français où en fait les entrepreneurs et le politique se côtoient depuis longtemps et font des choses ensemble. Enfin, et c'est peut-être là, moi j'attendrai en tant qu'entrepreneur justement pour que les choses soient possibles, j'ai besoin, je rêve de changer le monde. Mais avant d'avoir justement les bases et un système qui me permette de me dire que c'est ça qu'il faut faire, je me permettrai encore un instant, et je ne crois pas que ce soit lâcheté ou un défaut de courage, d'attendre d'avoir le plan ou le projet. Et j'assumerai d'être schizophrène à un moment en me disant d'un côté j'ai des convictions que je porterai d'un point de vue politique et qui me feront voter pour l'un ou pour l'autre, et de l'autre je chercherai à être le plus utile dans la société en tant qu'entrepreneur. Juste une phrase pour finir, c'est que c'est bien moi cette proximité de tout temps entre les entrepreneurs et le pouvoir politique qui me déplaît, ou qui je pense est le drame de notre pays, et je vois que ça se reproduit aujourd'hui sur l'écosystème numérique. C'est-à-dire qu'avant l'État prenait des grandes participations dans les grandes sociétés cotées pour faire son rôle de stratège dans les grands projets d'infrastructure et autres, et qu'aujourd'hui il est en train de faire exactement la même chose. C'est un peu la troisième vague de nationalisation, beaucoup plus discrète, via la Banque publique d'investissement, en prenant des petites participations dans l'ensemble des startups du pays, qui fait qu'on n'arrive pas à laisser la bride, et de l'autre côté les entrepreneurs n'arrivent pas à être aussi des fois de temps en temps dans une opposition frontale avec ce que fait le pouvoir. Regardez par exemple la loi renseignement, les algorithmes qui tournent en permanence chez les opérateurs télécoms, les entrepreneurs du digital devraient être vent debout contre ça. Bon, qu'est-ce qu'on a eu? Non, pas grand-chose. Il y a d'ailleurs la Quadrature du Net fait du très bon travail de ce point de vue-là, ça, excellent. Et en effet, il représente une partie des entrepreneurs. Mais ça reste un peu, à mon sens, un peu tiède. Et encore une fois, le contraste avec les États-Unis est frappant. Merci beaucoup à tous les deux, c'était super intéressant. On aurait pu faire plus long, mais voilà, merci pour votre temps et à bientôt.